يبان البرهان. لغي الهياج يجيك لالو ضحكوا تفوز بقايد الكتان وعرف الحياة لا بدريها من فتان تذبى الحوار يبان البرهان. انا تيبل يا بلمان انا تيبل يا بلمان انا يا بلمان 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 يا بلمان انا يا بلمان. ما قداش نعاني ما قداش نعاني ما قداش نعاني ايش في الفوقاني بده يطير الحومة سلمينا حلومة بله يطير الحومة سلمينا حلومة والهراني مغرومة أراني بيك نعاني يا ما قداش نعاني ما قداش نعاني ما قداش نعاني ايش في الفوقاني ما قداش نعاني ما قداش نعاني ما قداش نعاني ايش في الفوقاني. بله يطير الغابة سلينا الحبابة بله يطير الغابة سلينا الحبابة كلهم راني في حاجة على القعد معاكم يا ما قداش نعاني ما قداش نعاني ما قداش نعاني الشدة في الفوقاني ما قداش نعاني ما قداش نعاني ما قداش نعاني الشدة في الفوقاني. ما قداش نعاني ما قداش نعاني ما قداش نعاني الشكوى الفوقاني.
Voilà, hop. Bonsoir. Attends, hop. Bonsoir à tous, Aslam Anwan, مرحبا بكم في Prisma Live ce soir. Donc, Kim Al-Ada, chaque soir, on essaye de parler autour d'une thématique qui concerne l'Algérie, autour enfin, de la politique en Algérie au sens large. Donc, à chaque fois, on essaye de diversifier les thématiques et d'inviter différents intervenants. Comme ça, des personnes qui peuvent nous éclairer sur et donner leur point de vue sur la situation politique algérienne. Donc, اليوم on a la thématique تاع اليوم c'est أفاق الحراك الشعبي بعد رفع الحجر الصحي ou les perspectives du mouvement populaire ou الحراك après le déconfinement. Donc, comme vous le savez tous, le déconfinement en Algérie, ce sera cette semaine. Donc là, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'il y aura le retour ou pas du Hirak? S'il y aura du retour, comment ça va se passer? Après toutes les initiatives qui ont été prises par les autorités, soit par rapport aux arrestations, par rapport à la multiplication des différentes initiatives pour reprendre le dessous sur le mouvement populaire. Donc là, il y a tous les militants politiques qui se posent des questions par rapport au retour ou pas, et s'il y a retour, comment y procéder. Comme vous le savez tous, là, on a passé 3 mois en confinement, donc c'était le moment peut-être pour beaucoup de militants de prendre le recul
sur la situation du pays, de travailler, de réfléchir sur différents projets. Et donc, ça rentre un peu dans la thématique de ce soir. Donc, on a l'honneur d'inviter deux éminents juristes. Mouloud Boumra, qui est professeur de droit, du droit international humanitaire. Après, je pense que je vais lui laisser plus se présenter, c'est plus facile. Et on aura Monsieur Massensen Cherbi, qui est doctorant en droit constitutionnel. Avec leur expertise juridique, donc ils vont nous éclairer sur les différentes initiatives qui sont en gestation par rapport à des projets citoyens. Et aussi nous éclairer sur les enjeux de cette réforme de la Constitution, la énième réforme constitutionnelle en Algérie. Donc, ils vont nous éclairer sur cet aspect juridique et les enjeux politiques qui sont derrière. Donc, voilà, je ne vais pas trop tarder. Je vais passer la parole à Mouloud pour se présenter, donc dire qui est Mouloud, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, peut-être qui ne sont pas assez introduits dans les milieux politiques, enfin dans les milieux militants. Voilà, Mouloud, à toi la parole. Merci Wahab, merci de nous avoir invités, de nous donner l'occasion de nous présenter, d'exposer nos idées, de débattre aussi avec d'autres intervenants et éventuellement avec le public. Bon, je m'appelle Mouloud Boumra, je suis professeur de droit public, je suis installé à l'étranger et je suis actif dans le milieu de défense des droits de l'homme depuis bientôt 20 ans. Allô Mouloud des disparitions forcées, des okay. terroristes et sur la défense des libertés et des droits de l'homme de manière générale. Voilà, et je suis par ailleurs membre d'une association qui s'appelle ACDA, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Très bien, merci Mouloud. Je vais passer la parole peut-être à Massensen Cherbi, qui est aussi juriste, doctorant spécialisé en droit constitutionnel. Il a fait justement sa thèse sur la constitution algérienne, l'évolution historique. Donc, Massensen, je te laisse la parole pour te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, donc je suis Massensen Cherbi. J'ai fait ma thèse sur la constitution algérienne révisée par la loi du 6 mars 2016, les limites du constitutionnalisme algérien. Donc une thèse sur la constitution en vigueur. Et à cette occasion, j'ai fait à la fois du droit comparé avec les nouvelles constitutions marocaines et tunisiennes de 2011 et 2014 respectivement, mais aussi la constitution française de 1958 qui a inspiré les trois constitutions maghrébines. Et par ailleurs, je me suis intéressé aux constitutions algériennes antérieures, donc celles de 63, 76, 89, 96 dans son premier état. Et je suis remonté jusqu'au débat de l'Assemblée nationale constituante que j'ai consulté à Aix-en-Provence. Et au-delà de cela, je me suis intéressé à l'homogénéité de la hiérarchie des normes algériennes en confrontant, notamment à l'heure de l'ouverture de l'exception d'inconstitutionnalité algérienne, en confrontant les principes constitutionnels algériens à la législation algérienne. Très bien, merci Massensen. Peut-être la première question que je vais poser, je ne sais pas, peut-être c'est Mouloud peut-être qui va répondre. Ou Massensen aussi, donc ça reste en lien avec l'actualité. Là, on arrive au déconfinement en Algérie, la fin du confinement, autrement dit. Donc, une question toute simple, c'est comment vous voyez les perspectives du mouvement populaire après cette parenthèse qui a duré 3 mois, due, rappelons-le, à la crise sanitaire qui n'est pas spécifique à l'Algérie, mais qui est mondiale. Donc peut-être Mouloud, c'est quoi ta vision, c'est quoi ton regard et c'est quoi ton avis par rapport à la suite des événements, suite à la fin du déconfinement? Alors, vous savez tous, merci, vous savez tous que le Hirak a
a arrêté de lui-même, a suspendu de lui-même les marches justement pour des raisons de sanitaires, pour éviter la propagation du virus. Donc, il a anticipé les mesures, il a anticipé sur les mesures sanitaires prises par les autorités, par le régime, par l'État, et il a devancé et pris un acte de responsabilité qui est de suspendre les manifestations populaires hebdomadaires, celles du vendredi et celles du mardi. Pendant ce temps-là, le Hirak n'est pas resté inactif. Et d'ailleurs, d'une part, le Hirak n'est pas resté inactif dans le sens où les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, Wahab, les gens ont continué de travailler. Ils ont continué d'être des actions de solidarité sociale et de l'autre côté des actions de solidarité politique avec les militants, les détenus d'opinion et leurs familles. De l'autre côté, on a un régime qui a profité de la pandémie et qui a profité de l'acte de responsabilité du Hirak pour intensifier la répression et viser les militants et profiter de l'absence de mobilisation populaire dans la rue pendant cette période-là pour intensifier la répression et pour l'élargir aussi. Hein, il a élargi le champ le spectre de la répression. Alors les perspectives, elles se basent sur ces quelques données élémentaires, sur ces quelques rappels. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y a une intensification de la répression. Le régime a déroulé sa feuille de route avec la révision constitutionnelle et il n'a pas l'air de vouloir arrêter dans ces impasses. Il a l'air de vouloir continuer dans ces voies qui constituent des impasses. Et parallèlement, le Hirak, je l'ai dit, a continué de travailler. Les gens impliqués dans le Hirak ont continué à travailler. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des manifestations de solidarité avec les détenus à Kharata, à Tizi-Ouzou, à Sétif. Et par conséquent, on voit bien qu'il y a déjà des éléments de reprise. Et donc, il est à peu près à reprendre. Avec quelle intensité, quelle étendue géographique, on ne le sait pas. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que entre-temps, des groupes issus du Hirak, des associations, des collectifs, etc., ont pris le temps de réfléchir, pris le temps de la concertation pour essayer d'avancer des solutions politiques à proposer aux Hirakains. Ils veulent parler à la société, non pas respecter l'intermédiaire, pour donner 2 pieds au Hirak, pour lui donner un soutien les 5 autres jours, ou une activité, des modalités de mobilisation, les 5 autres jours de la semaine, en dehors des mardis, des marches populaires, des étudiants le mardi et la marche populaire par excellence du vendredi. Très bien. Massessan? Oui, j'entends bien. Est-ce que tu peux rajouter ou tu as un avis sur cette reprise et comment tu la vois toi aussi? C'est l'occasion de rentrer dans la deuxième phase du mouvement initié le 22 février 2019. La première phase était qu'ils s'en aillent tous. Et la deuxième phase serait une phase de construction, celle de la constitution écrite par le peuple, par le bas et non par le haut, c'est-à-dire à travers l'Assemblée constituante. Cette fois-ci, donc, donner des institutions stables et légitimes au pays à travers une Assemblée constituante démocratique. Ok, donc voilà, c'est assez résumé, c'est clair. Donc pour toi, il faut aller vers une constituante et c'est la seule solution. C'est le seul salut pour aller vers une nouvelle Algérie. C'est résume la question. Je pense que c'est clair pour nous tous, hein, c'est ce que nous avons toujours revendiqué depuis un siècle déjà. Hein. Quelques rappels fondamentaux. Hein. Le mouvement national algérien voyait l'indépendance de l'Algérie à travers l'Assemblée constituante. C'est pour cela que l'étoile nord-africaine, à l'origine de l'indépendance de l'Algérie, a revendiqué dès 1933 l'Assemblée constituante, après quoi elle a été reprise par Ferhat Abbas dans son additif au manifeste du peuple algérien de 1943. Et durant la guerre d'Algérie, lors du congrès de la Soumam, c'est aussi l'Assemblée constituante qui a été revendiquée pour négocier l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est vraiment une revendication unanime du mouvement national algérien. Mohamed Khidar en 1956, lorsqu'il négociait avec les autorités françaises, il négociait l'indépendance par la constituante.
Et après l'indépendance, après le fiasco de la première constituante dont la souveraineté a été violée par le président du Conseil d'alors, Ahmed Ben Bella, dans le cinéma majestique, l'opposition algérienne a repris cette revendication historique. Hossein Ait Ahmed, à travers le Front des forces socialistes, dès 1963, Ferhat Abbas, dans son appel au peuple algérien de 1976. Donc ça a toujours été une revendication du mouvement national et de l'opposition algérienne historique. Très bien. Mouloud, peut-être Massi a rappelé que le projet de la constituante n'est pas nouveau, donc ça remonte au mouvement national et c'était même dans le cœur des programmes politiques, des différents des partis politiques qui étaient pour l'indépendance algérienne. Et donc, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à l'importance de ce projet de constitution écrite par une constituante dans la refondation de l'État? Oui, comme Masson l'a rappelé, effectivement, la revendication de l'Assemblée constituante est étroitement liée à la revendication de l'indépendance. Et il n'a échappé à personne que les manifestants dans le Hirak, les manifestants du Hirak, crient Istiqlal. Et donc, ils ont l'un des slogans du Hirak, c'est justement l'indépendance, une indépendance effective, c'est-à-dire dans laquelle la souveraineté populaire et la souveraineté nationale n'est pas confisquée par le haut commandement militaire ou par quiconque, et qu'il appartienne effectivement, réellement, que cette souveraineté appartienne effectivement, réellement au peuple. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, cette idée d'assemblée constituante, c'est une vieille revendication du mouvement national, d'abord, qui est étroitement liée à l'indépendance. Et ensuite, une fois l'indépendance acquise, et comme l'a rappelé Massensen, que la constituante de 1963 a été privée de ses droits constituants, privée de sa prérogative constituante par Ben Bella, par l'état-major et par en fait les avatars de l'armée des frontières, on a eu une confiscation de la souveraineté populaire qui commence ou qui se confirme plus exactement à ce moment-là. Et dès lors, à partir de cette période, ça devient une revendication liée à la démocratisation. En fait, on est comme vous savez, en droit international, on dit souvent que la souveraineté nationale, l'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on le présente parfois comme ayant deux volets. Le premier, c'est l'indépendance, c'est l'État, c'est l'existence de l'État sur la scène internationale. Le deuxième, c'est la souveraineté populaire sur la scène, dans la scène nationale, la souveraineté nationale qui appartient au peuple, ça dépend. On veut, mais ça veut dire que c'est une forme d'accumulation, sans le conceptualiser, mais par l'accumulation des luttes, des revendications. On voit bien qu'ici, il y a une convergence entre la revendication de l'indépendance et la revendication de la démocratisation, comme étant la même revendication. Et même si le régime a diabolisé l'Assemblée constituante, même si des cercles plus ou moins larges diabolisent la constituante en nous expliquant que ça va prendre 10 ans, en nous expliquant que ce sera l'impasse idéologique ou la guerre civile idéologique, que ça sera le chaos économique. L'avantage d'une constituante, l'avantage démocratique d'une constituante, c'est que l'objectif, bien évidemment, est la démocratisation des institutions de l'État. Mais par la méthode qui est utilisée, c'est-à-dire la participation du peuple dans le choix, d'abord éventuellement de la définition d'un mandat de la constituante, par le choix des représentants, par la participation au débat public, par la construction du pacte social-démocratique, la participation à la construction du nouveau pacte social-démocratique, on est dans un apprentissage permanent de la démocratie, du débat, et on est dans une construction de la société démocratique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'État qui doit se démocratiser. La société, nous tous, nous sommes en apprentissage de démocratie, on veut la démocratie, et on est en train d'apprendre. On est des apprentis démocrates. Et donc, il nous
faut certainement passer par un certain nombre d'étapes, et notamment par le débat public, pour pouvoir justement arriver à ce fameux pacte social-démocratique qui se traduira par une constitution, éventuellement, et j'espère, par la voie de la constitution. Très bien, Mouloud. Donc, oui, si je puis abonder dans le sens oui, de oui, Mouloud. Oui, Massi. La question est de savoir qui rédige la Constitution. La Constitution est-elle rédigée par le bas ou est-elle rédigée par le haut? Depuis l'affaire du cinéma majestique, c'est toujours l'exécutif, voire l'État profond, qui a rédigé la Constitution, et non le peuple. Le peuple, par le bas, via une assemblée constituante qui a rédigé sa propre Constitution. Et cette privation de la souveraineté du peuple, cette indépendance confisquée dès 1963, dès l'affaire du cinéma majestique, elle a été constitutionnalisée par le colonel Boumedienne dans la Constitution de 1976. Depuis la Constitution de 1976, et encore aujourd'hui en Algérie, seul le président de la République, article 208 alinéa 1er, a l'initiative de la révision de la Constitution. Seul le président de la République. Ce qui est unique dans toute la Méditerranée, je le rappelle à chaque fois, puisque dans tous les autres pays maghrébins, l'initiative de la révision de la Constitution est partagée à concurrence avec le Parlement, voire même le chef du gouvernement dans la Constitution marocaine, et que dans certains pays, tels que la Turquie par exemple, l'initiative de la révision de la Constitution appartient uniquement au Parlement. De même aux États-Unis, dans le régime dit présidentiel, en réalité congressionnel, seul le Congrès et les législatures des États ont l'initiative de la révision de la Constitution, pas le président américain. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et dans certains pays, mieux encore, tels que la Suisse ou la Californie, le peuple est lui-même directement à l'initiative de la révision de la Constitution. Donc c'est extrêmement autoritaire comme mécanisme de révision de la Constitution. Et je rappelle sans cesse cette citation de Montesquieu, qui relève du bon sens en fait. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et évidemment, quand on confie à un homme la faculté de définir ses propres pouvoirs, il est fort peu probable qu'il s'enlève de lui-même les pouvoirs exorbitants dont il bénéficie. Et d'ailleurs, en l'espèce, on le voit avec l'avant-projet de révision constitutionnelle, en réalité, pas grand-chose ne change, voire même l'autoritarisme constitutionnel du régime est accentué. Donc, Massi, qu'est-ce que tu peux répondre aux gens qui te disent, in fine, une constitution, elle est toujours écrite par des spécialistes, donc ça ne sert à rien de passer par un processus qui va nous prendre des années. Mouloud l'a rappelé encore, des gens qui disent que aller vers une constituante, donc il y aura des problèmes idéologiques, des problèmes sur la question identitaire, de la religion, et peut-être il y aura même une crise économique. Donc pourquoi aller vers tout ça alors qu'on peut écrire une constitution à travers des experts qui connaissent le droit, qui ont de l'expertise dans le domaine, et donc ça nous fait gagner du temps. Et voilà, pourquoi prendre le risque alors qu'on peut faire facile? Parce que tout simplement, la Constitution est un texte éminemment politique. C'est la loi fondamentale du pays qui détermine les droits et libertés fondamentales et l'organisation des pouvoirs publics. C'est un texte sur lequel tout un chacun doit avoir son mot à dire s'il veut être réellement citoyen actif et non passif. Donc c'est un texte qui peut déterminer si l'économie est socialiste ou si elle est libérale. Si le régime est parlementaire ou présidentiel ou présidentialiste, ce sont des choix qui reviennent au peuple et non à des spécialistes entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que le spécialiste, il a une idéologie, le spécialiste. Par exemple, être pour le socialisme ou le libéralisme, par exemple, ou pour un entre-deux, ou que sais-je, c'est une question éminemment politique. Et le spécialiste, selon qu'il s'inscrive dans telle ou telle idéologie, il choisira, il fera un choix politique. Ça n'est pas qu'une question de technicien, c'est ça que je veux dire par là. Et la constituante, c'est finalement les experts, mais élus du peuple, non pas choisis par un président de la République pour appliquer son cahier des charges, mais les experts élus du peuple qui sont non seulement des juristes, mais des militants syndicalistes, des militants politiques, etc., etc. Tiens, vous prenez l'article 7 alinéa 2 de la Constitution algérienne. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple, c'est un article qui remonte à la Constitution française de 1946, article 3, repris dans la Constitution française de 1958, aussi à l'article 3. Eh bien, cet article, il a été écrit par des députés élus par le peuple lors de la Constituante de 1946, des experts élus par le peuple.
non nommé, choisi par un président de la République pour appliquer son cahier des charges. Paul Coste-Floret était professeur de droit à la faculté d'Alger, il a été élu démocratiquement. Paul Bastide, spécialiste de la BCIS, il a été élu démocratiquement député. C'était des spécialistes, mais élus par le peuple. Et attention, quand je dis spécialiste, c'est très important. Hein. Le spécialiste, il peut être juriste, il peut être militant syndicaliste, il peut être politique, il peut être diplômé ou non diplômé. Je rappelle que au sein du mouvement national, ceux qui revendiquaient à travers l'étoile nord-africaine l'indépendance de l'Algérie, la plus stricte majorité d'entre eux à l'époque n'étaient pas diplômés. Et pour autant, ils avaient une haute conscientisation politique. Donc il ne s'agit pas du tout de discriminer entre diplômés et non diplômés dans ce sens spécialiste. Le spécialiste, c'est celui qui est choisi par le peuple parce qu'il a les idées, parce qu'il représente les idées du peuple, les idées d'une partie du peuple. Et l'intérêt d'une constituante, c'est qu'elle permet de représenter toutes les tendances politiques. Très bien. Tous les sexes, toutes les régions, toutes les compétences, et qu'elle permet réellement de représenter le peuple, là où un président de la République, seul, ne représente qu'une tendance politique, une région, une compétence particulière, un sexe, etc. L'intérêt d'une constituante, à travers ces centaines de députés, c'est qu'elle permet de représenter tout le peuple. Et pour répondre à ta question, une constituante, ça dure trop longtemps, etc., etc. Une dictature de 60 ans, ça dure aussi beaucoup trop longtemps. Une constituante, ça dure trop longtemps. Et d'un, c'est faux, historiquement parlant. Et de deux, quand bien même ça durerait longtemps, ça ne pose absolument aucun problème d'un point de vue juridique, puisque lorsqu'une constituante est élue, elle est élue démocratiquement, la constituante, ou bien c'est une assemblée nationale constituante. C'est-à-dire que cette assemblée nationale constituante va élaborer aussi bien la constitution, et en même temps, elle va élaborer les lois ordinaires, donc les lois économiques, d'urgence, de moyens, de long terme. Elle va voter le budget, sans que ça pose aucun problème. Et elle va contrôler le gouvernement. Ça, c'est l'Assemblée nationale constituante. Ou bien c'est une assemblée constituante ad hoc, autre modèle, qui ne va élaborer que la Constitution, mais alors à côté, il y a un Parlement ordinaire, entre guillemets, qui lui va élaborer les lois ordinaires, économiques, d'urgence, de moyens, de long terme. Ça ne pose, d'un point de vue économique, absolument aucun problème. D'ailleurs, actuellement, les puissances parmi les plus développées dans le monde d'un point de vue économique sont toutes passées par une constituante. Donc ça ne pose aucun problème que cela dure 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus. Et généralement, ça ne dure pas 1000 ans, une constituante, hein, juste un peu de droit comparé. Vous prenez alors la toute première constituante française, 1789-91, ça durait 2-3 ans. La constituante tunisienne, ça a duré aussi près de 2-3 ans. La constituante algérienne de 62-63, c'était 1 an. Les constituantes françaises de 45-46, ça ne pouvait pas durer plus de 7 mois. Parfois, ce qui se passe, en fait, lorsque l'on met en place une assemblée constituante, on prévoit une limite formelle à la souveraineté de la constituante en limitant la durée de cette constituante, en imposant un délai butoir pour aboutir à un texte. C'était 7 mois en France dans la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, c'était 1 an en Algérie dans la loi référendaire du 20 septembre 1962. Mais encore une fois, le temps ne pose aucun problème. Okay. Aucun problème, puisqu'en même temps, les lois continuent à être votées. Il y a un gouvernement, il y a un exécutif, l'ordre public est assuré. Ça ne pose strictement aucun problème. Là, c'est de la pure propagande. Hein. Ok, très bien, merci. Donc voilà, pour résumer ce que tu disais, donc la première chose, c'est que la constituante ou l'écriture d'une constitution, c'est toujours une affaire politique. Donc, peu importe l'expertise de la personne, peu importe son expérience, avant tout, elle est un homme politique. Donc un homme politique qui a des idées, qui a une idéologie et qui a un penchant. Oui, je me permets juste. Hein. Oui. Oui. Parce que sinon, on abolit la démocratie, tout simplement. Voilà, exactement. Voilà. Mais la Constitution... Avant juste de passer la parole à Mouloud, donc voilà, je voulais faire cette transition. Donc, Massé a dit que la Constitution, c'est toujours une affaire de politique, donc c'est pas une affaire d'expertise ou d'experts. Et en deuxième lieu, Massé a rappelé que de par l'expérience historique, les constituantes n'ont pas pris beaucoup de temps. Donc, après, il y a toujours des mécanismes juridiques qui permettent aux affaires de l'État de continuer à fonctionner. Et on peut avoir une constituante qui a la double
la double compétence d'écrire la Constitution et d'écrire et faire voilà, des lois. La question que je voulais te poser, Mounou, parce que j'ai lu pas mal de tes contributions écrites, donc, par rapport aux gens qui émettent des réserves ou des peurs par rapport à certains acquis en Algérie, enfin, disons les choses clairement, par rapport à la constitutionnalisation, officialisation de Tamazir, par rapport à les questions d'égalité hommes-femmes. Voilà, est-ce que tu peux développer la question des mécanismes ou des garde-fous qu'on peut mettre dans le préambule ou dans la mini-constituante qui peut préserver les acquis enfin, les politiques qui sont déjà acquis. Donc, peut-être pour assurer les personnes qui disent oui, si on part vers une constituante, on peut sortir vers, à la fin par une constitution qui va encore nous reprolonger dans dans le chaos. Voilà, si je peux dire les choses ainsi. La crainte, vu l'histoire de notre pays, la crainte est des victimes. La crainte est des victimes, mais ça ne craint pas. Ce qui est redouté va se réaliser. Pour des raisons très simples. D'abord, il faut se souvenir pourquoi le Hirak existe. Le Hirak existe parce qu'il voit bien, on est arrivé à un point où on est au bord on voit le délabrement de l'État, on voit l'asphyxie de la société par le manque de liberté, le manque de liberté d'expression, le manque de liberté d'opinion, le manque de liberté de réunion, le manque de liberté artistique même, hein, et le manque de liberté de pensée de manière générale, mais d'autres types de libertés, y compris la liberté de conscience en Algérie, est réprimée. Et tout cela asphyxie la société. Et deuxièmement, on voit bien que la société, aujourd'hui, aspire à un état de droit, un état civil et non militaire, parce qu'on a identifié d'où venait le problème, le cœur du problème. On a identifié aussi, les manifestants ont identifié, donc par leur slogan, les revendications état civil et non militaire. Ils demandent l'indépendance de la justice. Ils demandent le respect des libertés. Évidemment, peut-être que quand on va discuter avec les 40 millions d'Algériens, tout le monde n'aura pas la même conception des libertés. Mais on peut faire le même test n'importe où ailleurs dans le monde, on aura des divergences qui peuvent être importantes. Mais on a une histoire constitutionnelle, on a une histoire tout court, on a une histoire, on a des acquis. Sur la question, et puis on a vu aussi que sur les questions identitaires, la carte des affrontements, je ne sais pas comment le dire, identitaires ou de l'agitation, de la menace intérieure, amazigh, séparatiste, etc., a été agité par le chef d'état-major. A été agité par le chef d'état-major en pensant que ça allait prendre. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer la chasse aux porteurs des étendards amazighs dans les rues d'Alger, mais aussi dans les autres villes du pays. Que s'est-il passé? Quelle a été la réaction des manifestants? Est-ce que les manifestants ont exclu le drapeau amazigh? Non. Ils se sont réclamés de ce drapeau et ils ont fait de ce drapeau celui de leur ascendance amazigh, qu'ils soient arabophones ou berbérophones. Donc ça, c'est une évolution dans la société qui est très importante à noter, c'est-à-dire qu'il y a une revendication apaisée ou une appropriation apaisée de l'identité amazigh dans une large partie de la société, avec des variantes bien évidemment, des portées différentes, mais aujourd'hui ça existe. Donc est-ce que il faut avoir des craintes du point de vue de la démocratie du résultat? Il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être vigilant. Il faut pas naïf, il faut toujours être vigilant. Mais on voit bien que la revendication est une revendication d'une Algérie libre et démocratique, d'une Algérie qui un état civil et non militaire, un état civil et non militaire, pas seulement il définit aussi par les positifs et un fondé sur la citoyenneté
si vous préférez. L'État nous amène dans un sens qui est fondamental. Alors, si il Oui, Mouloud, tu as un problème de son, qui sont problème de principe, de réseau. on ne peut plus attendre qu'ils soient rejetés ou qu'ils soient des citoyennes et des citoyens devant la loi sont acceptés. Et la question amazienne. On voit bien, je vous ai dit ce qui est, vous connaissez tous l'épisode de la chasse au drapeau amazière par les autorités, par le régime. Aujourd'hui, on a un certain nombre, on veut se débarrasser de ce régime, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire du passé table rase. Il y a eu une accumulation historique en Algérie, il y a eu une accumulation des luttes, et il y a eu des aboutissements sur certains points, au moins du point de vue formel. Et par exemple, aujourd'hui, y compris ceux qui n'en veulent pas, n'arrivent pas à remettre publiquement l'égalité entre la langue arabe et tamazière. Ça, c'est un point important. On le voit sur les relais du régime aujourd'hui, les relais conservateurs du régime aujourd'hui, qui sortent des formules alambiquées sur tamazière, comme quoi elles sont sœurs, ce sont deux langues sœurs qui ont la même perspective historique, je ne me souviens plus très bien de la formule, mais en gros, ils ne veulent pas dire égal. Mais même là, ils ne peuvent plus revenir en arrière sur ça. Donc, il y a un certain nombre d'actes sur lesquels il convient d'être vigilant et il convient de défendre. La deuxième, on figeait la définition, même si il n'est pas interdit d'avoir des bases. Le deuxième élément, la question des libertés. De plus en plus de personnes se rendent compte que la société a évolué, y compris parmi les conservateurs. Et on ne peut pas expliquer le refus des conservateurs et les constantes nationales chez eux, le sens de la langue arabe et la défense de la religion. Pourquoi ils ont peur de ça? Parce qu'ils voient bien que la société s'est largement sécularisée et eux-mêmes observent peut-être mieux que nous la société. Ils ne confondent pas le conservatisme social avec le conservatisme politique. Parce que chacun aujourd'hui en Algérie est conscient de l'importance des libertés fondamentales pour sa propre protection, qu'il soit d'un bord politique ou d'un autre. On voit tous qu'on a besoin de cela et qu'on doit tous se défendre ou tous s'approprier les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour pouvoir vivre ensemble dans une société et être respectés dans une part type de liberté. C'est extrêmement important. Alors, je le dis avec des mots, mais par exemple, aujourd'hui, y compris la liberté de conscience, est presque consensuelle. Je ne dis pas assez consensuelle. Et donc, vous voyez, alors je ne veux pas brosser un tableau idyllique, ni nier les divergences, ni nier les divergences idéologiques dans le pays, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a manière de les surmonter, justement parce que chacun voit, personne n'est sûr, aucun bord idéologique n'est sûr de remporter une élection aujourd'hui. Chacun voit qu'il a besoin de, s'il est la minorité, d'être protégé en tant que minorité électorale et qu'on n'aille pas, justement, et pour ça, il a compris l'intérêt des libertés publiques, l'intérêt des droits de l'homme, l'intérêt des libertés fondamentales. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on a une véritable évolution. Je voudrais revenir, et sur l'égalité des citoyens et des citoyennes, l'égalité homme-femme, je pense aussi, alors que ce n'est pas une question simple, hein, je ne dis pas que c'est une question simple, mais je pense qu'aujourd'hui, les lignes ont beaucoup bougé. Et il ne faut pas être frileux sur la voie de la constituante à cause de ces questions-là. Il faut être vigilant, il faut être mobilisé, ce qui est une chose. Il
faut être vigilant et mobilisé et assumer la défense de cette égalité. Et il y a des mécanismes qu'on peut proposer. Par exemple, une clause dans le mandat de la Constitution, une clause de non-régression constitutionnelle. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça, c'est la modalité pratique. Cette constituante, moi, je pars du présupposé suivant, c'est qu'une assemblée, quelle qu'elle soit, n'est jamais souveraine, parce qu'elle est composée de représentants. Et donc, ce sont des gens qui disposent d'un mandat. Le mandat, c'est de faire une constitution démocratique qui fasse aboutir des revendications qui traduisent en schéma institutionnel, en schéma constitutionnel, les revendications du Hirak et ses objectifs. À partir de ce point, on peut faire une clause de non-régression constitutionnelle. Il est impensable et il devrait être impensable, même si je suis pour la liberté de penser, que la future constitution soit moins démocratique que l'actuelle constitution. Donc vous voyez un peu, une clause de non-régression constitutionnelle qui serait incluse dans le mandat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'on ne peut pas faire moins bien en termes de protection des libertés, en termes de séparation des pouvoirs, etc. Une clause de non-régression constitutionnelle qui serait incluse dans un mandat donné à l'Assemblée constituante et qui serait donnée par une loi référendaire, c'est-à-dire une loi qui serait soumise aux électeurs en disant voilà le mandat de l'Assemblée constituante, est-ce que vous l'approuvez? Si on ne l'approuve pas, les électeurs n'approuvent pas ce mandat, alors il reste ce qui est à la base de toute compétition politique et électorale, c'est la mobilisation. Ceux qui veulent défendre leurs idées ne peuvent pas se dire « Ah oui, les autres sont toujours plus forts que nous ». Non, si on se sent faible, il faut trouver les moyens de se fortifier et non pas considérer qu'aujourd'hui, il faudrait se jeter soit dans les bras des militaires et du régime pour gagner un minimum de liberté du point de vue des mœurs, entre guillemets, et de l'autre côté, ceux qui vont se jeter dans les bras des libertés parce qu'ils ont peur, dans le bras pas des libertés, dans le bras du régime, parce qu'ils ont peur, et c'est ce qui se passe actuellement, c'est plutôt ce phénomène qu'on peut observer, qui vont se jeter dans les bras du régime parce qu'ils ont peur d'une remise en cause des constantes nationales. Et donc, on voit du point de vue politique, on voit cette évolution. Moi, ce que je dis, et c'est un propos non pas juridique, mais un propos politique, c'est quand on veut défendre ses idées, il faut se mobiliser de manière structurée, de manière méthodique et de manière déterminée et massive pour les défendre. De manière pacifique, bien entendu, sans insulter son adversaire idéologique, mais en assumant ses positions publiquement. Très bien. Donc, je pense que tu as abordé une question très importante à la fin par rapport à la question de la structuration. Je pense que ça peut être l'objet d'un échange dans un futur proche. On va organiser une émission juste par rapport à la question de ce qu'on appelle la structuration ou l'organisation du mouvement populaire. Donc, si je reviens à Massi, Mouloud a dit une chose très importante au début, c'est par rapport aux slogans qui sont portés par les manifestants le vendredi. Donc voilà, si on regroupe un certain nombre de slogans, on peut en écrire une constitution. Donc la question que je voulais te poser, après Mouloud est revenu encore dans la deuxième partie pour rappeler les gages qui peuvent être mis dès le départ de l'élection de la constituante pour garantir les acquis politiques. Donc la question que je voulais te poser, c'est par rapport à cette écriture de la Constitution. Donc, in fine, c'est qu'est-ce qu'on peut écrire dans une Constitution, c'est qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important de le transcrire dans une Constitution. Et en deuxième partie, c'est quoi ton avis par rapport à ce qu'il a dit, ce que disait Mouloud, par rapport à ces garde-fous ou à ces mécanismes juridiques qui peuvent nous prémunir de tout dérapage politique vers un autoritarisme plus dangereux par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Oui, tout à fait. Depuis le 22 février, un certain nombre de slogans ont émergé. Daoula Madaniya, Jumhuriya Mushi Mamlaka,
souveraineté du peuple, etc. Et tous ces slogans réunis donnent un programme de constitution. Tous ces slogans peuvent être matérialisés dans une constitution. Jumhuriya Meshi Mamlaka, ça on l'a entendu depuis au moins la première manif des étudiants du 26 ou 28 février 2019. L'Algérie est une république et non un royaume. Constitutionnellement parlant, la constitution actuelle organise une monarchie constitutionnelle. L'avant-projet de révision de la Constitution va dans un sens encore plus avancé de cette monarchie constitutionnelle, puisque désormais, le président monarchique dont dispose l'Algérie va pouvoir choisir lui-même son successeur, sans même qu'il ne soit élu, c'est-à-dire qu'il peut nommer au courant de son mandat un vice-président, sans même qu'il ne soit élu, c'est-à-dire sans même qu'il ne soit élu en même temps que lui, comme c'est le cas aux États-Unis par exemple. Donc il peut désigner au courant de son mandat un successeur qui lui succédera en cas de démission ou de décès avant le terme de son mandat. Donc, aller dans le sens d'une constitution républicaine, c'est aller dans le sens d'une déconcentration des pouvoirs actuellement dans les mains du président de la République et une meilleure répartition des pouvoirs avec des contre-pouvoirs et ce notamment au profit du Parlement qui en est actuellement totalement dépourvu puisque comme vous le savez actuellement le président de la République peut dissoudre ad nutum la chambre basse du Parlement, l'APN, il nomme un tiers des membres du Conseil de la Nation tandis que le Parlement lui ne peut pas révoquer, ne peut pas renverser le président de la République par une procédure d'impeachment, par exemple, à l'américaine, et le peuple, a fortiori, ne peut pas révoquer le président de la République via une procédure de recall à la californienne. Donc, tous ces slogans, Jumhuriya Meshi Mamlaka, par exemple, ont des traductions, des matérialisations constitutionnelles. La souveraineté du peuple, les articles 7-8, ce sont des slogans, parce que même dans la Constitution actuelle, ce sont des slogans, ils existent bien dans la Constitution, mais il s'agit de simples dispositions formelles qui ne connaissent, constitutionnellement parlant, aucune matérialisation. Il n'y a aucune matérialisation de la souveraineté du peuple dans la Constitution algérienne. Le souverain matériel dans la Constitution algérienne, c'est le président de la République, qui seul a l'initiative de la révision de la Constitution, tandis que le souverain réel, c'est l'État profond. Matérialiser la souveraineté du peuple, c'est simple, hein, ce sont des mécanismes extrêmement simples. Par exemple, l'une des plus anciennes revendications dans le sens de la souveraineté populaire depuis le XVIIIe siècle, c'est la revendication des mandats courts. Vous savez, au XVIIIe siècle, on disait au-delà d'un an commence la tyrannie. Quand un mandat dépasse un an, commence la tyrannie. C'est pour ça que dans la Constitution américaine, les mandats sont très courts. 2 ans au niveau de la Chambre des représentants, 4 ans au niveau du président américain. Le mandat de 5 ans, par exemple, des parlementaires est relativement long quand vous comparez avec les autres pays. La majorité des pays de l'Union européenne, par exemple, ont un mandat de 4 ans. La majorité des pays du Moyen-Orient, pour leur parlement, ont un mandat de 4 ans. Les États-Unis, c'est 2 ans pour la Chambre basse du Parlement. Le Mexique, le Canada, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les Philippines, c'est 3 ans pour le mandat de leurs parlementaires. Ça, ce sont des mécanismes qui vont dans le sens de la souveraineté populaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les référendums d'initiative populaire, référendum d'initiative constitutionnelle, législative, abrogatoire, révocatoire. Ça existe par exemple en Californie, ça existe en Suisse, etc. Ça existe pour le référendum abrogatoire en Italie. Donc il existe des mécanismes pour matérialiser ces slogans que nous entendons depuis le 22 février. Daoula Madania, l'état civil, bien vous prenez la constitution tunisienne de 2014 qui était écrite par une constituante, eh bien elle existe la Daoula Madania dans la constitution tunisienne. Vous prenez les articles 18 et 19 de la constitution tunisienne, il est proclamé que l'armée est neutre et que les services de sécurité sont neutres. Ça c'est dans la constitution tunisienne. Ça n'est pas dans la constitution algérienne ni dans l'avant-projet de révision de la constitution algérienne, qui n'est pas issu d'une constituante mais qui est issue du haut et qui est issue de l'état profond en réalité. Donc une constituante permet de matérialiser toutes ces revendications-là. Et c'est tout l'intérêt d'une constitution écrite par le bas et non écrite par un comité d'experts choisi par un président de la République. Donc en tout cas déjà à travers ces slogans, on a tout un programme constitutionnel à mettre en place. Par ailleurs, sur la question des limites à souveraineté, des limites de la souveraineté de l'Assemblée constituante, bon, Mouloud en a déjà parlé,
c'est ce on distingue en fait les limites, j'en avais déjà un peu parlé, les limites matérielles et les limites formelles à la souveraineté de la constituante. C'est-à-dire que parfois il est possible de limiter matériellement la souveraineté de la constituante en lui imposant un certain nombre de principes. Séparation des pouvoirs, respect du principe d'égalité, etc., etc. Pour un exemple, la loi du 3 juin 1958. Il est possible formellement aussi de lui imposer une limite de durée et un mécanisme d'adoption de la Constitution. Par exemple, après que la Constituante ait adopté la Constitution en son sein, il faudra la soumettre à un référendum. Ça, c'est l'exemple de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945. En Algérie, pour la limite de durée de la Constituante, c'est l'exemple de la loi référendaire du 20 septembre 1962. Et on a plein d'exemples de ce type-là. Donc là-dessus, c'est possible, ça existe. Encore faut-il débattre pour savoir si il faut oui ou non limiter cette souveraineté de l'Assemblée constituante, mais effectivement, le peuple, comme l'a bien rappelé Mouloud, c'est le peuple qui est souverain, en tout cas c'est ce que nous revendiquons, parce que d'autres peuvent revendiquer autre chose, c'est le peuple qui est souverain, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que dans d'autres pays, dans certains pays, c'est la nation qui est souveraine, pas le peuple. Dans d'autres pays encore, par exemple en France, dans la charte constitutionnelle de 1814, c'était explicitement dit, c'était le roi qui était souverain, pas le peuple. D'ailleurs, dans la charte constitutionnelle de 1814, le roi a octroyé une charte, une constitution au peuple. Une constitution élaborée par le haut et non écrite par le peuple. On est dans un rapport vertical de haut en bas. Or ici, ce que l'on essaie d'imposer, c'est un rapport vertical du bas vers le haut. Et en réalité même une horizontalité qui ressort beaucoup de toutes les manifestations depuis le 22 février dernier. Et pour permettre d'imposer cette horizontalité telle qu'elle est revendiquée, il existe un certain nombre de mécanismes juridiques qui permettent une meilleure participation de la population à la politique, ce que je viens de citer, les mandats courts, mais aussi un meilleur contrôle de la population sur ces politiques, comme par exemple les référendums révocatoires. Je rappelle encore une fois que Hussein Ait Ahmed avait revendiqué le référendum révocatoire dès l'Assemblée nationale constituante de 1962-63. Les référendums d'initiative populaire, etc., etc. Donc il existe énormément de possibilités pour matérialiser ces revendications que nous avons depuis le 22 février. Encore faut-il que la Constitution soit écrite démocratiquement et donc qu'elle soit écrite par le bas, par le peuple, par son Assemblée constituante, et non par un président qui souffre d'un déficit de légitimité, par le comité d'experts nommé par celui-ci, c'est-à-dire la méthode qui a été suivie depuis l'indépendance et qui a été constitutionnalisée en 1976. Donc la question, là tu poses directement, tu fais la transition vers la question suivante que je pourrais poser à Mouloud, c'est que les gens, les observateurs ou certains militants politiques ou même peut-être des personnes, on l'a vu les derniers temps, enfin des personnes qui étaient opposants maintenant, qui rentrent dans le giron du régime, et ils disent que oui, voilà, tout ça c'est bon, mais ça reste pas concret. Donc, comment on peut arriver à pas imposer, mais voilà, à faire cette transition du régime actuel qui est autoritaire, qui est là depuis 62, et arriver à cette nouvelle république. Parce que les gens disent, mais on ne voit pas les mécanismes, qu'ils soient juridiques ou politiques aussi, qui peuvent nous assurer ce passage de ce régime actuel vers un nouveau régime qu'on souhaite qu'il soit démocratique. C'est ce que appellent certains politistes la transition. Donc, comment on peut définir cette transition? Ou c'est vraiment une transition ou pas? Une transition de quoi vers quoi? Et comment on peut réfléchir comment on peut réfléchir ce passage? Mouloud, si tu peux nous éclairer sur voilà, cette idée de passage d'un régime vers un autre. Mouloud? D'abord, juste un petit mot, j'avais coupé mon micro. Pardon. Okay. D'abord, juste un petit mot sur ceux qui sont retournés dans le giron du régime après avoir joué le rôle d'opposant. Retourner dans le giron du régime après un an de manifestation
massive, où il y a une répudiation, répudiation talaq en arabe, et une répudiation de ce régime par le peuple, je trouve ça extrêmement grave, d'une part. Et deuxièmement, on peut douter de la sincérité de la période d'opposition. Mais ça, c'est une parenthèse. La deuxième chose, c'est que ils nous disent on ne peut rien proposer. Alors, d'abord, il faut s'interroger sur la capacité d'émancipation psychologique, politique, d'une catégorie de la classe politique algérienne et de certains cercles de clientèle, certains cercles clientélisés par le pouvoir, la capacité de s'émanciper des schémas de pensée du régime et du protectorat militaire. Les gens dont tu parles et que tu as évoqué, mais que tu n'as pas nommé, ne se sont jamais émancipés du schéma politique du régime, qui est toujours, il y a un chef qui donne, qui distribue les coups et qui distribue les bons points. Une fois, il arrête Monsieur X et Monsieur Y, et le lendemain, il ramène quelqu'un qu'il a coopté, qui va annoncer qu'il va les libérer. Quelle est la fonction officielle de cette personne qui annonce la libération ou la prochaine? Sa fonction est celle d'être relais du régime, une nouvelle ou une clientèle renouvelée du régime. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je reviendrai sur ce point, sur la transition, je reviendrai à cette question des clientèles du régime. Il y a un objectif à long terme, c'est l'établissement d'une nouvelle république réellement démocratique, un état de droit démocratique, un état fondé sur la citoyenneté, qui ne soit pas militaire, qui soit démilitarisé et dans lequel l'armée serait dépolitisée, c'est ça, avec la garantie de l'état de droit, la garantie des libertés, etc. Ça, c'est l'objectif, l'objectif que nous indique Hirak avec l'indépendance de la justice, l'état de droit, l'état civil non militaire, etc. Et puis, il y a une modalité qui est en train d'émerger, qui nous dit, qui s'impose comme la manière la plus évidente et la plus démocratique, mais aussi la plus à même, la plus efficace pour opérer une rupture avec l'autoritarisme. Rupture avec la méthode, rupture avec le contenu, du point de vue du pacte social. Et pourquoi la constituante est importante? Parce que c'est un pacte social, non pas comme certains l'ont dit, il faut être deux pour faire la constitution, ou c'est un pacte avec les gouvernants. Non, non, le pacte social n'est pas avec les gouvernants. Il est d'abord avec les membres de la société. Il est d'abord entre les membres de la nation algérienne. Il est d'abord avec chaque citoyen algérien, avec tous les autres citoyens algériens. Bon, c'est ça d'abord le pacte social. Et donc, on décide ce qu'on va faire de notre État. Parce que cet État nous appartient et contrairement à ce que certains disent, il n'est pas celui de l'armée, il n'est pas d'ailleurs la création de l'armée, et il n'est pas un État qui lui appartient. Donc ça, c'est la chose très importante. Donc l'appropriation des règles du jeu politique, des règles constitutionnelles, parce qu'on les a produites, est extrêmement importante. Donc voilà la méthode. L'objectif intermédiaire, c'est celui de la méthode de passage par une constituante. Mais pour arriver à une constituante, effectivement, il faut passer par une période de transition. Mais encore, c'est encore une étape intermédiaire. Parce que pour arriver à une méthode de transition qui permette l'élection libre et honnête, pluraliste, transparente, sincère, un scrutin sincère, qui permet d'élire la constituante dans des conditions qui vont lui permettre de réussir, qui vont permettre une représentation fine de la société, et qui vont lui permettre, qui vont mettre toutes ses chances de son côté pour réussir à mettre en œuvre, à remplir son mandat, il faut une période de transition. Cette période de transition, c'est une période durant laquelle on démantèle les principaux, c'est-à-dire les principaux outils de l'autoritarisme, le monopole sur les médias lourds, le contrôle des médias lourds, le contrôle de la presse, le contrôle des partis, l'instrumentalisation des partis, associations, etc. Donc de nouvelles lois en matière de partis politiques, de syndicats, d'associations, de liberté de l'information, de liberté d'expression, un nouveau fichier, une révision du fichier électoral, une préparation des élections par une autorité indépendante, réellement indépendante, la manière de neutraliser les institutions de l'État dans la procédure, autour du processus
processus électoral, pouvoir avoir la capacité de contrôler la sincérité du fichier électoral, avoir la capacité de surveiller les élections, avoir la capacité de contester devant une justice indépendante ou devant une autorité indépendante le résultat des élections. Tout ça, c'est beaucoup de travail. Hein. Et donc, ceux qui s'imaginent qu'une transition pour aboutir, pour se débarrasser de 60 ans plus d'autoritarisme, ça se passe en 2 mois, soit ils rêvent, soit ils sont naïfs, soit ils ne veulent pas réellement la rupture et veulent nous faire croire qu'on peut faire tout ça en 2 ou 3 mois. Ensuite, pour aboutir à ça, il faut pour qu'une transition soit effective, pour qu'elle nous amène à la possibilité je fais un rétro-planning, pour qu'elle nous amène, pour qu'on puisse arriver à cette étape, il faut que les autorités, les nouvelles autorités de transition aient la capacité de faire tout ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient émancipées de la tutelle du régime. Il faut qu'elles soient indépendantes de ce régime, à l'égard de ce régime. Il ne faut pas par exemple, ça nécessite une sortie du cadre de l'actuelle Constitution, parce que ça c'est une évidence, hein, même si elle n'est pas acceptée par tout le monde. Mais si on veut une transition qui ne se fasse pas, certains ont peur du mot transition indépendante, mais disons-le sous une autre forme, si on veut une transition qui ne soit pas sous la tutelle du régime, pour qu'elle puisse atteindre l'objectif qui est celui de la rupture avec l'autoritarisme et de la construction et de jeter les bases de la démocratie, de la démocratisation de l'État, alors il faut une transition indépendante. Alors si on ne veut pas du mot indépendant, on peut utiliser une périphrase qui ne soit pas sous la tutelle du régime. Ça veut dire se débarrasser, avoir des prérogatives pour un gouvernement de transition qui soit approuvé par le Hirak, il faut qu'il ait des prérogatives extrêmement larges. Il faut qu'il ait des prérogatives extrêmement larges. Ça veut dire que ce Parlement tel qu'il est, il faut qu'il soit dissous. Ce Conseil constitutionnel tel qu'il est, il faut qu'il disparaisse. Et ainsi de suite. Et qu'on puisse entrer dans une nouvelle phase provisoire d'organisation des pouvoirs publics avec un objectif qui est celui de mener la transition. Mais pour arriver à ça, ce sont des modalités techniques et politiques, juridiques. Il y a des éléments juridiques, bien évidemment. Mais pour arriver à ça, il faut réussir à imposer un rapport de force actuellement avec le régime qui le fasse céder sur ces points-là. C'est parce que le mouvement, vous l'avez rappelé tous, c'est que le mouvement est pacifique. Donc, il n'est pas question d'une autre voie que la voie pacifique. Donc, aujourd'hui, la seule voie qui s'offre au Hirak, c'est bien évidemment la mobilisation massive dans les mêmes conditions qu'auparavant et à travers tout le territoire national. Mais on a vu que cette mobilisation à elle seule est indispensable, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Sinon, on serait déjà dans une phase autre que celle dans laquelle on est. Et on ne serait déjà passé peut-être à une transition. Donc, il faut lui adjoindre quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'est pas une représentation, comme le disent certains, mais c'est plutôt des émanations du Hirak, des traductions, la possibilité d'un débat au sein des groupes, des collectifs, etc., qui sont constitués par le Hirak, mais aussi les groupes qui existaient avant, les partis politiques qui existaient avant, les syndicats qui existaient avant, qui se revendiquent du Hirak. Il faut que cela se concerte et travaille ensemble, de manière concertée, de manière coordonnée, pour essayer de trouver d'autres modalités d'action que la seule complémentaire à la mobilisation, aux marches, complémentaire, je dis pas autre, c'est la complémentarité avec les marches, donc de nouvelles modalités d'action complémentaires, et aussi réfléchir sur les questions politiques et la manière de faire pression sur le pouvoir. Aujourd'hui, on a un discours qui nous dit, et c'est le discours de ceux qui se sont ralliés au pouvoir, vous êtes faibles, restez faibles. Vous êtes faibles, c'est un constat tout relatif, dans la véracité relative, parce que celui qui est aujourd'hui faible et qui est dans une situation d'impasse, ce n'est pas le Hirak. C'est d'abord le régime. C'est le régime qui est contesté, c'est le régime qui est rejeté, c'est le régime qui est constamment dans l'impasse. Tout ce qu'il fait est rejeté. Tout ce qu'il fait ne réussit pas, parce que c'est pas parce qu'il y a eu la désignation d'un président de la République le 12 décembre qu'en réalité ça a fonctionné, parce qu'ils sont en train de dérouler une feuille de route, mais la légitimité n'est pas au rendez-vous. Ils essayent de reconstituer des clientèles, mais regardez comment les réseaux sociaux notamment réagissent aux
aux propos publics de ceux qui ont été reclientélisés par le pouvoir. Donc ça, c'est très important. Et je pense que dans cette période, il faut cette concertation, cette coordination. C'est une période de clarification politique. Et on le voit aujourd'hui, la clarification politique est en train d'opérer. Certains sont repartis dans le giron du régime et ils avaient montré par un certain nombre de déclarations qu'ils soutenaient à demi-mot le Hirak et qu'ils revendiquaient une certaine indépendance à l'égard du Hirak. Mais ce que je constate, c'est qu'ils ne revendiquent aucune indépendance à l'égard du régime. Donc, ils sont sous la tutelle de ce régime. Ils se placent d'emblée sous la tutelle. Donc, donc ça, c'est la question. Donc, aujourd'hui, il faut une clarification politique. Il faut se renforcer et assumer de proposer des voies alternatives de rupture. Parce que jusqu'à présent, certains cercles ont peur de tout ce qui peut ressembler à quelque chose. C'est comme si le mot rupture, qui est dans la rue, pouvait être un mot qui appelait la violence. Il n'appelle pas la violence, il appelle la clarification politique, ce qui est tout à fait autre chose. Très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle autrement la décantation. Donc là, on arrive vraiment Exactement. Ça a commencé le 22 février. Là, on arrive au résidu de la décantation. Donc, peut-être ces 3 mois de crise sanitaire ont permis aussi de finir avec les résidus de la fausse opposition aussi. Donc peut-être aussi cette période a été mise à profit par beaucoup d'autres personnes pour réfléchir, pour travailler, pour essayer de produire du contenu à injecter dans le débat. Donc, Massensen, est-ce que tu peux nous parler, toi qui a été sollicité par plusieurs personnes, soit par des groupes constitués ou à titre individuel, vu ton expertise et que tu as pris le débat dès les premiers jours de la mobilisation populaire, pour les gens qui ne te connaissent pas, même avant, parce que tu parlais beaucoup sur la constitution algérienne et le projet de constituante. Donc, est-ce que tu peux nous parler, c'est ce qu'appelle Mouloud les différents exercices intellectuels qui peuvent être les exercices citoyens intellectuels. Donc là, il y a des groupes qui essayent d'écrire eux-mêmes la Constitution. Donc, j'ai entendu parler de différentes initiatives comme Meshmoul, Dustourouna, et peut-être il y en a d'autres aussi qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces différentes initiatives et c'est quoi leur intérêt dans le débat politique after le confinement? Oui, merci. Il y en a même d'autres des initiatives. Hein. Il y en a d'autres, j'en connais d'autres, et il y en a encore d'autres que je ne connais pas, donc il y en a beaucoup. Hein. Et il faut s'en réjouir et il faut souhaiter que ces initiatives se démultiplient. Juste préalablement, j'aimerais juste rebondir et abonder dans le sens de ce que disait Mouloud précédemment, parce qu'il faut savoir que la constitution algérienne actuellement en vigueur est extrêmement autoritaire. Je me répète, et en toute objectivité, elle est la constitution textuellement, quand on regarde le texte de la constitution algérienne, la plus autoritaire de toute la Méditerranée, de tous les pays de la région. Ne serait-ce que l'initiative de la révision de la constitution qui appartient uniquement au président de la République. Ça, c'est l'indice principal qui permet de déceler l'autoritarisme. Et ce depuis 1976, de façon non changée depuis 1976, de façon inchangée depuis 1976. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Tunisiens, juste préalablement, juste avant de te répondre à ta question, hein, pour abonder dans le sens de Mouloud, qu'est-ce qu'ont fait les Tunisiens en 2011 lorsqu'ils ont fait leur révolution? Ils n'ont pas appliqué leur constitution de 1959, qui était extrêmement autoritaire, comme la constitution algérienne est autoritaire, qui était même moins autoritaire que la constitution algérienne, pour dire vrai, mais qui était autoritaire. Normalement, s'ils avaient suivi leur constitution de 1959, ils auraient dû aller vers de nouvelles élections présidentielles, c'est-à-dire vers une reconduction de l'autoritarisme. Et comme les Algériens, l'Ayat Djouz 12-12, sauf que ça a réussi il n'y a pas eu d'élection présidentielle, la constitution de 59 n'a pas été appliquée, mais par un décret-loi du 23 mars 2011, les Tunisiens ont gelé la constitution tunisienne de 1959, ont dissous le Parlement à cette occasion et dissous le Conseil constitutionnel, illégitime, non élu, ou élu par la fraude électorale. Et pour le Conseil constitutionnel, dont les membres avaient été nommés par des institutions illégitimes.
Et suite à l'élection de l'Assemblée constituante, toujours en 2011, ils ont élaboré une loi constitutionnelle, celle du 16 décembre 2011, qui a abrogé la Constitution de 1959, sans en suivre les formes, parce qu'elle était une constitution autoritaire et que l'Assemblée constituante disposait de la légitimité démocratique pour abroger cette constitution. Mais attention, il n'y a pas eu de vide constitutionnel, contrairement à la propagande du régime algérien. Puisque, à ces deux occasions, décret-loi du 23 mars 2011 et loi constitutionnelle du 16 décembre 2011, ont été mises en place des petites constitutions transitoires qui permettent de faire la transition entre la constitution autoritaire et la nouvelle constitution en élaboration par l'Assemblée constituante. Donc, il n'y a pas eu de chaos politique, il n'y a pas eu de vide institutionnel en Tunisie. Petite remarque aussi par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, pour abonder dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure. Souvenez-vous que le discours du vice-ministre de la Défense du 18 juin pointer le danger du vide constitutionnel, qui est un mythe pour faire peur aux enfants, puisque, comme je viens de le dire, lorsqu'on abroge la constitution autoritaire, on met en place une petite constitution provisoire. Et le lendemain de son refus, là, c'est là où il a montré qu'il était le souverain réel, de son refus de toute transition démocratique et de toute assemblée constituante, au risque de ce qu'il appelait le vide constitutionnel, c'est le lendemain de ce discours qu'a commencé la répression avec le discours du 19 juin, dans laquelle il a stigmatisé le drapeau amazigh et à partir duquel a commencé la répression. Ça, c'était juste une petite remarque. Alors sinon, pour la question quant aux initiatives, aux différentes initiatives qui ont lieu, bien justement, il s'agit de réveiller dans le peuple, de réveiller au sein du peuple cette liberté qui lui est inhérente, cette souveraineté qui lui est inhérente, en l'invitant à écrire lui-même sa constitution. Et c'est ce qui est alloué justement dans ces différents projets. On voit des citoyens qui ne veulent pas être des citoyens passifs, mais des citoyens actifs, et qui écrivent eux-mêmes, qui se mettent à l'écriture de leur propre constitution, qui réfléchissent à ce qu'ils veulent mettre dans leur constitution, et qui deviennent réellement du coup souverains, qui décident eux-mêmes de l'avenir du pays, qui écrivent eux-mêmes les dispositions de la constitution. Et ce type d'exercice est effectivement à encourager et à démultiplier. Il y a déjà eu les expériences que tu viens de citer, mais il y en a d'autres encore à promouvoir, et plus il y en aura, et mieux ce sera. Mais typiquement, la période de transition sera une période où seront encouragés les débats au niveau communal, wilayal, à l'occasion par les moyens des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est typiquement ce qu'il faudra faire durant cette période de transition, c'est-à-dire sensibiliser les citoyens à la question constituante plutôt que le paternalisme de la Constitution actuelle, où seul le président de l'initiative de la révision de la Constitution, et où pour ce faire, il passe par des comités d'experts, entre guillemets, choisis par lui. Ça, c'est du paternalisme. Ça crée des citoyens passifs qui attendent qu'on leur octroie une Constitution qui, sans surprise, sera autoritaire. Donc là-dessus, c'est une très bonne chose, de très bonnes initiatives. Très bien. Donc, pour abonder dans ce que tu disais, donc par rapport aux différentes initiatives, on voit bien que de plus en plus de personnes s'intéressent à la question de la Constitution. Et au-delà, donc, c'est une question aux questions de liberté, le fait de penser à écrire soi-même sa Constitution. Donc, voilà, les gens réfléchissent aux questions de liberté politique. Qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc, pour revenir à Mouloud, peut-être par rapport à ces différentes initiatives, on voit bien que le régime a lancé son propre projet de la énième révision de la Constitution de 1976, parce que c'est la Constitution de 1976 qui perdure jusqu'à 2020. Donc, et on voit bien qu'il est en train d'occuper l'espace politique avec... et médiatique aussi. On voit que les plateaux télé sont envahis par les différents experts, mais ce qui est intéressant par rapport à ce que disait Massi, maintenant on vit dans
l'ère des réseaux sociaux où l'information n'est plus contrôlée comme avant, on voit bien que les gens réagissent d'une manière assez virulente des fois j'ai vu des vidéos avant-hier sur un échange entre un expert et un cadre du MSP sur la révision de la Constitution. Et on voit bien que les gens ne rejettent dans le fond et dans la forme ce projet, ce énième projet de la révision de la Constitution, parce que les gens ont compris que la révision de 2012, après les événements dits arabes, n'ont pas apporté grand-chose aux citoyens dans sa vie quotidienne, ni dans ni dans son environnement citoyen ou politique. On a vu celle de 2016 aussi, qui n'a pas apporté grand-chose dans l'espace des libertés dans l'espace des libertés pour les citoyens. Donc là, les gens qui sont sortis depuis un an, ils réclament autre chose, ils l'ont dit clairement, même après l'élection du 12-12. Et donc, comment on peut, à travers ces différentes initiatives, soit par les groupes qui écrivent des constitutions ou d'autres groupes politiques dans la société civile ou même des partis politiques qui essaient de proposer des feuilles de route, c'est quoi ta lecture par rapport à cette période, les 3 mois où on a vu un retour assez virulent quand même par rapport des autorités, par rapport aux arrestations qui ont été faites d'une manière massive des différents militants politiques. Et on voit en parallèle, enfin, à côté de ce durcissement et d'enfermement des espaces publics et politiques et d'expression même sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, on n'a plus le droit d'émettre un statut critique vis-à-vis du régime. Et on voit en parallèle, il y a tout un ensemble d'initiatives qui sont prises par le régime à travers ses satellites. On a vu, malgré la crise sanitaire, ça n'a pas empêché de faire deux conseils nationaux élargis ou des congrès. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait pour les partis. Moi, je ne les qualifie pas des partis. Pour moi, c'est des organes administratifs du régime parce que le FLN ou le RND, ce n'est pas un parti politique. Voilà, ça regroupe une clientèle au service du régime. Donc, on ne peut pas les qualifier de partis. Et en parallèle, on a vu, voilà, c'est l'élargissement de cette clientèle du régime. Donc, comment faire face à ce retour et à cette volonté de reprise en main du champ politique par le régime en proposant une autre alternative qui peut nous emmener vers une nouvelle Algérie. Effectivement, ce que tu soulignes, c'est que le régime est en train de reconstituer des clientèles. Mais on a vu que, bon, il a coopté, disons-le, nommons-le, Djil Jadid, qui s'est transformé en porte-parole du régime. En pensant, il est mis en avant d'une manière très simple en disant, lui, il peut annoncer la libération éventuelle à grâce de Karim Tabo et de Seneb Lahabé, comme si c'était lui qui l'avait obtenue, alors elle n'est pas effective d'abord. Et deuxièmement, ce qui est revendiqué par le Hirak, ce n'est pas seulement la libération immédiate et inconditionnelle des détenus d'opinion, mais aussi leur réhabilitation. Alors que ici, on est en train de nous faire des marchandages. Et donc, non seulement ils sont détenus arbitrairement, non seulement ils ont été condamnés arbitrairement, mais en plus, tous ces détenus d'opinion font l'objet de marchandages. Et font l'objet de marchandages au profit pour que certains soient cooptés par le régime. Donc, vous voyez le cynisme du régime et l'abaissement de ceux qui intègrent ou s'affichent comme étant la clientèle du régime au nom du patriotisme ou au nom du nationalisme ou au nom de je ne sais quoi, comme si le Hirak n'était pas patriote et que nous n'étions pas patriotes. Donc ça, c'est le premier point. L'élargissement, la reconstitution de clientèle du régime. Mais tu as aussi évoqué le FLN et le RND. Ils ont tenu leur congrès ou en tout cas des réunions importantes. Et quand on voit qu'ils ont mis sur le devant de la scène, c'est des troisième ou quatrième couteaux, comme on dit familièrement, comme on dit vulgairement,
ce sont des gens qui sont pas très connus du public. C'est-à-dire que même chez eux, même au sein des organes administratifs qui servent d'appendice politique au régime, ils n'arrivent pas à renouveler leur personnel politique. C'est un signe d'épuisement. Juste une parenthèse, on a vu dans la nomination du tiers présidentiel aujourd'hui, ou c'est hier, la liste des nouveaux sénateurs. Voilà, c'est le retour des apparatchiks des années 90. Donc, on n'arrive même pas à recruter. Il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement du personnel politique ou du personnel administratif avec un affichage politique du régime. Et ça, c'est un signe d'épuisement. Les ressources, les bases, le vivier dans lequel ils peuvent puiser habituellement est en train de se tarir. Mais en même temps, ils arrivent à faire quelques prises dans comme on dit, donc des partis qui sont considérés comme étant d'opposition, mais qui ne l'ont jamais été, en réalité, ou qui ont toujours été dans une position d'équilibriste, en tenant une distance vis-à-vis du Hirak, en se tenant à mi-distance du Hirak et du régime, mais finalement en intégrant le régime, donc qui était, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais peu importe si on va voir leur sincérité avant, mais le résultat est qu'aujourd'hui ils sont du côté du régime. Et pour le maintien du régime, et pas pour, ils pensent encore naïvement ou cyniquement que le régime est réformable, alors qu'il a montré de manière évidente qu'il est irréformable et qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est qu'il parte, qu'il s'en aille. Donc, vous voyez, de ce côté, il y a ça. Il y a le régime qui essaie de se reconstituer, qui déroule sa feuille de route, qui déroule les mêmes feuilles de route, les mêmes méthodes qu'en 2011. En 2011, après la CNCD, après le printemps arabe, après les émeutes de janvier, il y a eu la CNCD pour avoir une proposition structurée. Mais le régime joue par des manœuvres. On fait des lois liberticides d'un côté, ensuite on annonce une révision de la Constitution, on fait de soi-disant consultations. La grande différence aujourd'hui, c'est que le peuple, qui était déjà pas dupe avant, aujourd'hui explique de manière très claire qu'il n'est pas dupe, il le dit, il dénie toute légitimité ouvertement à ce régime. C'est une donnée fondamentale, c'est-à-dire ce régime, quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais être légitime. Il ne pourra jamais l'être parce qu'il y a un divorce définitif entre le peuple et entre la société. Et puis, il y a une manière, ils n'ont pas compris dans le régime, ils n'ont pas compris qu'ils commettent erreur sur erreur parce qu'ils renouvellent leur technique habituelle. Ils n'arrivent pas à les adapter à la situation nouvelle. Et surtout, aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Nous, on est vieux par rapport à eux. On a une nouvelle génération qui, lorsque Gaët Salah dit les articles 7 et 8 ou l'article 102, ils sortent avec la Constitution et disent l'article 7 et 8, je sais très bien ce qu'il dit. Il dit que c'est moi le chef, il dit que c'est moi le souverain. Il a lu la Constitution. Il s'est approprié les principes qui sont à la base de sa souveraineté. Et même s'il rejette cette Constitution, même s'il rejette la réforme autoritaire, les gens savent de quoi ils parlent. Les gens savent de quoi ils parlent, les gens sont instruits. C'est l'effet de la massification de l'école et des universités. Les gens sont instruits. Peut-être le régime a peut-être oublié cette donnée fondamentale, le niveau d'instruction en Algérie. Il y a une conscientisation très forte, malgré tout ce qu'on peut dire. Il y a une conscience aiguë des enjeux politiques et il y a un rejet très fort de ce régime. Là, alors, quand on voit que les gens veulent rédiger des constitutions, c'est très bien. Quand on veut organiser des débats sur les questions constitutionnelles, c'est excellent. C'est excellent. Et nous-mêmes, on essaye de faire ça dans certains groupes, dans certains cercles, on essaye de créer des débats constitutionnels sur des questions, d'abord sur les questions constitutionnelles, consensuelles, celles qui posent le moins de problèmes, et ensuite on arrivera aux celles qui posent le plus de problèmes ou qui sont supposées être difficiles. Et justement, il faut construire progressivement entre gens de différents courants idéologiques, de différentes appartenances partisanes, des gens qui n'ont aucune appartenance partisane et qui ont des idées, bien évidemment, et ainsi de suite. Il faut arriver à constituer des débats. Nous, certains veulent construire une démocratie sans débat. On doit débattre des questions les plus consensuelles, c'est-à-dire pouvoir en discuter,
et on doit pouvoir débattre des questions les plus difficiles, les plus épineuses, et dont on sait qu'elles pourraient nous diviser. Mais ce qui est intéressant avec le débat, c'est qu'on peut identifier les points de désaccord, on peut identifier les raisons du désaccord, et ensuite on peut essayer de trouver les moyens de neutraliser les effets négatifs du désaccord en essayant de trouver des solutions qui permettent de satisfaire le maximum de personnes en Algérie et que chacun puisse se retrouver dans les solutions qui sont discutées, parce qu'elles sont l'œuvre d'un compromis, parce qu'elles sont l'œuvre d'un débat, parce qu'elles sont l'œuvre d'une discussion, elles sont appropriées par les gens. Elles ne sont pas imposées d'en haut. Et c'est pour ça que aujourd'hui, vous voyez différents cercles qui sont en train de créer ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de voir un renouvellement, une émergence d'une société civile, développement de ce qu'on appelle communément une société civile, d'une conscience civique. Voilà ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, le développement d'une conscience civique dans le pays. Et c'est quand on va voir des gens vont faire leur propre constitution, j'entends parfois dire c'est naïf. Non, c'est pas du tout naïf. C'est une appropriation de la question constitutionnelle. Au contraire, c'est très bien. Ça sera pas la constitution qui sera adoptée demain ou après-demain ou dans 3 ans. C'est pas celle-là qui sera adoptée. Mais les gens ont réfléchi à la manière dont ils voudraient voir l'État. Et ils peuvent participer au débat avec une réflexion riche. Et on entend des étudiants, des cercles étudiants qui font ça, des avocats, des économistes, des sociologues qui se retrouvent, qui font ça, des gens d'un âge beaucoup plus mûr, des groupes qui veulent faire des débats constitutionnels sur des questions avec des gens d'obédience très différents, mais finalement, par expérience, j'ai une petite expérience de ça, je me rends compte que finalement, sur certaines questions, il y a beaucoup moins de divergences que ce que j'aurais imaginé. Et justement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réfléchir ensemble, tous ensemble, à ce que sera notre futur pacte social-démocratique. On est en train de réfléchir, on est en train de se projeter, et j'aime pas cette expression d'Algérie nouvelle parce qu'elle a été, elle a été accaparée par le pouvoir, mais ce que sera l'Algérie démocratique. On veut construire une démocratie algérienne et on est en train de l'imaginer. On tâtonne, on réfléchit, on fait des propositions et puis on nous explique que telle proposition ne convient pas, telle formulation ne convient pas, telle idée peut être dangereuse. En fait, elle a l'apparence du bon sens, mais en réalité, elle porte en elle des problèmes. Et ça se discute. Et on arrive à discuter alors que ce que le Hirak fait aujourd'hui, Massensen, je l'ai vu une seule fois dans ma vie. Mais on arrive à discuter, à participer à des débats. Je participe à des débats sur les questions constitutionnelles avec des personnes que je n'ai jamais vues. Je ne les ai jamais vues. Aujourd'hui, ce que permettent les réseaux sociaux, je ne les ai jamais vus. Oui. Et pourtant, une confiance et une relation de confiance s'installe et parce qu'on a une volonté commune de changer le pays dans un sens positif qui est celui de la démocratisation. Très bien. Donc, là, tu as abordé la question d'échange et de la... c'est un concept qui est à la mode, hein. Tout ce qu'on appelle intelligence collective, la co-construction, le coworking, voilà. Tout ce qui fait que des gens travaillent ensemble. Donc ça, c'est très important et que les gens apprennent à dialoguer, apprennent à communiquer dans le respect et surtout pour faire émerger des idées et en espérant que c'est des idées nouvelles qui vont pour le bien de tous. Donc là, on a fait 1 heure et demie d'échange. Le temps passe très vite, on peut rester encore 1 heure et demie. Mais voilà, c'est juste la première. Voilà, on est en train de faire des essais. Comme tu l'as dit, voilà, maintenant les réseaux sociaux occupent un pan important dans la communication. Voilà, une vidéo rapidement peut venir virale et il peut aussi véhiculer l'opinion publique. Donc, c'est très important d'occuper ces espaces d'échange
virtuel, mais voilà, il reste réel parce que là, on est en train d'échanger sur du concret, même si toi, tu es en Turquie, nous, on est en France. On aurait pu être tous en Algérie, voilà, que euh, les séquences On aurait pu être dans des villes différentes en Algérie et communiquer comme voilà, ça. et communiquer, et voilà, l'idée, c'est d'enrichir cet espace en injectant du contenu politique. Voilà, on est en train d'échanger sur des aspects peut-être juridiques, mais in fine, on se rend compte que c'est politique finalement. Voilà, donc peut-être je vous laisse libre à conclure chacun comme il veut sur ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Et je rappelle, c'est juste la première. Donc on va revenir sûrement rapidement sur d'autres aspects et surtout sur la question que tu as abordée, Mouloud, qui est très importante pour les jours et les semaines à venir, la question d'organisation, de structuration. Voilà, ça c'est très important à envisager aussi. Et l'importance, tu l'as rappelé d'une manière très concrète, peut-être une nouvelle manière de faire de la politique aussi, parce que maintenant, voilà, la société civile, il ne faut pas l'opposer à la société politique. Voilà, on fait tous de la politique, mais voilà, il y a des gens qui sont structurés dans des partis avec une idéologie, avec un projet politique bien défini, et d'autres peut-être qui veulent juste être citoyens, mais participer à la vie politique sans être voilà, dans un cadre défini idéologiquement. C'est la seule différence peut-être qui fait, c'est la seule différence qui peut différencier entre quelqu'un qui s'engage dans une association société civile et quelqu'un d'autre qui peut se structurer dans un parti politique. Donc voilà, peut-être on va revenir sur cette question de l'importance que prend maintenant la société civile dans l'espace politique. Je pense que ça peut être un sujet de débat pour les prochains jours aussi, avec d'autres intervenants qui peuvent nous enrichir avec des points de vue et des angles d'analyse différents. Donc voilà, je vous laisse conclure chacun comme il veut, sur ce qu'il veut et le temps qu'il veut. Et voilà, comme ça, on peut conclure sur ça. Voilà. Peut-être, c'est pas Mouloud ou Massi qui veut conclure le premier. Tu veux, Massi? Vas-y, Massi. Oui, juste quelques petits points. Pour abonder dans le sens de ce que vous avez dit précédemment, j'avais utilisé une expression qui est très belle, l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est finalement un synonyme de la constituante, parce que c'est ça une constituante. C'est l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective de la nation qui est assemblée pour écrire la constitution du pays. Comme nous l'avions dit précédemment, dans une assemblée constituante, il y a des militants syndicalistes, politiques, des économistes, des juristes, des diplômés et des non-diplômés. Je rappelle encore une fois que les premiers à avoir porté l'indépendance de l'Algérie étaient des non-diplômés à travers l'étoile nord-africaine. Donc la constituante, elle représente l'ensemble des intelligences du pays. Et quoi de mieux pour écrire une constitution plutôt qu'un seul homme? Parce que l'homme providentiel en politique, ça n'existe pas et ça conduit généralement au désastre, ça conduit à Waterloo. L'expérience historique est là pour le montrer. Par ailleurs, juste revenir sur un point, vous avez parlé du tiers présidentiel et c'est notamment l'occasion pour moi d'essayer de me porter en faux par rapport à une idée qui circule, qui est celle que ce qui pose problème dans la Constitution, ça n'est pas tellement le texte, mais son effectivité. La Constitution ne serait pas effective et finalement le texte ne serait pas si mal que cela. Eh bien justement, le tiers présidentiel nous montre que c'est le texte même de la Constitution qui est autoritaire. Je rappelle que le tiers présidentiel, c'est-à-dire le fait que le président de la République nomme un tiers des membres de la Chambre haute, dans toute la Méditerranée à l'heure actuelle, c'est unique, c'est une mesure qui est extrêmement autoritaire. C'est une mesure qui a été reprise de la Constitution égyptienne dans sa révision de 1980. Donc une constitution égyptienne qui n'était pas un parangon de démocratie. Et d'ailleurs, ça n'existe plus dans la constitution égyptienne actuelle. Aussi bien la constitution de 2012 que la constitution de 2014. Dans la constitution de 2014, le président peut seulement nommer l'équivalent de 5%
des membres du Parlement monocaméral. Donc le tiers présidentiel algérien, c'est une mesure extrêmement autoritaire parmi d'autres mesures autoritaires, telles que, à commencer par l'initiative unique de la révision de la Constitution qui appartient au président de la République, ce qui en fait le souverain matériel. Donc si on applique strictement cette Constitution, on ira droit vers l'autoritarisme, on est déjà dans l'autoritarisme. Appliquer strictement cette Constitution, c'est aller vers l'autoritarisme. Donc il n'y a pas de distinction entre le texte et son effectivité en réalité. La Constitution est en soi, en elle-même, autoritaire. Aussi, juste un petit point, le comité d'experts, la personne qui a chapeauté le comité d'experts, nous a dit à travers une interview que le comité d'experts s'était beaucoup inspiré de la Constitution portugaise de 1976. Alors c'est problématique parce que la Constitution de 1976 au Portugal, elle a été écrite par une constituante, pas par un comité d'experts. Donc là, il y a un petit problème, d'autant plus qu'au Portugal, à cette époque, vous aviez eu ce qu'on appelle la révolution des œillets, un coup d'État militaire contre le régime autoritaire de l'Estado Novo, le régime Salazar. Salazar était déjà mort, mais son régime autoritaire perdurait alors. Eh bien, qu'est-ce qu'ont fait les militaires au Portugal? Ils ont remis le pouvoir à une assemblée constituante élue démocratiquement. Donc on n'est pas du tout dans le scénario portugais, d'autant plus que quand vous lisez la Constitution portugaise, dans la Constitution portugaise, seul le Parlement a l'initiative de la révision de la Constitution, pas le président portugais. D'ailleurs, le chef de l'exécutif au Portugal, ce n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre, comme 26 pays sur 27 de l'Union européenne, à l'exception de Chypre, qui a un régime présidentiel. En réalité, même la France a un régime parlementaire. Dans l'article 20 de la Constitution française, c'est le Premier ministre qui dirige la politique nationale. Donc pour conclure, eh bien vivement cette assemblée constituante, tant revendiquée depuis déjà un siècle, autrefois comme synonyme d'indépendance par rapport à l'ex-puissance coloniale et aujourd'hui comme synonyme d'indépendance par rapport au régime. Et véritablement, c'est la seule voie possible pour matérialiser la souveraineté du peuple tant proclamée, la Daoula Madaniya, les droits et libertés fondamentales, leur effectivité. Pour matérialiser leur effectivité, je donne juste un dernier petit exemple, et je termine là-dessus. À Alger sont passées l'été dernier 2 Tunisiennes qui avaient participé à la transition démocratique dans ce pays. L'une avait été députée à l'Assemblée constituante, l'autre avait fait partie du comité de sauvegarde de la Révolution durant la période transitoire juste avant l'élection de la constituante. Elles nous avaient dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elles nous ont dit que lorsque l'Assemblée constituante tunisienne a proclamé la liberté de conscience, puisqu'on en avait parlé précédemment, beaucoup de médias en avaient parlé, mais les Tunisiens s'étaient rendus compte qu'en fait cette liberté de conscience existait déjà dans la Constitution de 1959. Sauf que la Constitution de 1959, quelle était la différence? C'est que c'était une constitution autoritaire, une constitution octroyée. Bon, il y avait une assemblée constituante théoriquement en Tunisie entre 56 et 59, mais en réalité, c'était plus ou moins une assemblée, d'idées. Et donc, la liberté de conscience avait été proclamée dans la Constitution autoritaire de 59. Et quelle était la nouveauté à travers cette liberté de conscience proclamée par l'Assemblée constituante tunisienne? C'est que là, c'était une assemblée réellement élue démocratiquement, c'était le peuple tunisien, par le bas et non par le haut, qui proclamait la liberté de conscience. Et ça donne beaucoup plus d'effectivité, ça permet une meilleure effectivité de cette liberté proclamée lorsqu'elle émane du bas, c'est-à-dire du peuple, que lorsqu'elle émane du haut. Et vous voyez tout l'enjeu en matière de droits et libertés fondamentales. La différence entre des droits et libertés fondamentales octroyés par un régime autoritaire, sans effectivité en réalité, et des droits et libertés fondamentales proclamés par le peuple lui-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie pour cette émission. Encore une fois, ce genre d'initiative est à démultiplier. Merci, Messensen. Ben voilà, Mouloud, finalement, c'est toi qui as commencé, donc la parole te revient. Donc, tu boucles la boucle, comme on dit. La boucle est bouclée. Voilà. Merci vraiment pour cette émission et je suis content de participer à cette première. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. On ne mesure pas encore parce que le Hirak est presque devenu une routine. On ne mesure pas la portée de ce qu'est ce Hirak. Le Hirak est arrivé à l'appel de personne.
ni parti organisé, ni syndicat, ni association, ni rien d'autre. Peut-être 2 ou 3 appels sur Internet, sur Facebook, mais il n'y a pas d'avant-garde. Hein. Donc c'est une révolution ou c'est une perspective révolutionnaire sans avant-garde. Le hirak est horizontal, le hirak est national, le hirak est mixte, le hirak est familial. Et donc on voit que la société, dans toute sa diversité, est dans ce mouvement populaire. C'est assez exceptionnel, hein, c'est pas pour faire du chauvinisme ou pour se lancer des fleurs, mais on ne mesure pas le caractère exceptionnel de ce mouvement. La deuxième chose qu'on voit, c'est que le peuple a fait irruption sur la scène politique. Et constamment, on lui dit « retourne chez toi, vote et retourne chez toi ». Ce qui a de fondamentalement changé aujourd'hui, c'est que en réalité, on est en train de construire une nouvelle conscience civique, on est en train de construire notre citoyenneté, on est en train de construire la société civile qui va devenir le contre-pouvoir de demain. Et en réalité, on est en train de construire le contre-pouvoir avant de construire les nouvelles institutions. C'est ce qui est en train de se passer. Et peut-être qu'on ne le s'en rend pas compte parce qu'on est dedans et on n'a pas suffisamment de recul sur ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qui se passe sous nos yeux, auquel on participe consciemment ou inconsciemment, pour nous, la plupart d'entre nous, on n'en est même pas conscient. On est en train de créer, avant même de créer ces institutions qui vont être les institutions démocratiques du pays, on est en train de créer la société démocratique, on est en train de créer la société civile, on est en train de sécréter les contre-pouvoirs de la future démocratie. Parce que même si il y a la souveraineté populaire, même si aucune souveraineté n'est absolue, elle doit toujours avoir des limites. Et ces limites, quand il s'agit des êtres humains, c'est les droits de l'homme et les libertés fondamentales. J'en suis convaincu et je pense qu'aujourd'hui, il y a une appropriation très forte, progressive mais réelle de cette question, en tout cas, tout au moins au minimum des libertés politiques, parce que tous les Algériens en voient l'intérêt, en voient, non pas, ils voient bien à quoi servent ces libertés, pourquoi elles ont été conçues, pourquoi elles ont été imaginées et pourquoi on a philosophiquement décrété, pourquoi la philosophie libérale nous a expliqué qu'ils sont inhérents à l'être humain. Et donc, il faut être sur ces... je pense qu'on est en train de voir ces évolutions qui sont importantes et de progressivement, le hirak est évolutif. Vous vous souvenez qu'au début, il n'y en avait que pour le 5e mandat. Ensuite, il y a eu une contestation du système sans contestation de l'armée. Ensuite, il y a eu le slogan État civil non militaire et ainsi de suite. Donc, il y a une gradation dans les revendications. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a aussi une gradation dans les revendications et les modalités d'action et les modalités plus exactement les modalités qui vont permettre d'aboutir aux revendications. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, et c'est pas parce que j'en suis un partisan convaincu que je dis ça. Je pense que je n'aurais pas dit ça il y a 6 mois. Aujourd'hui, on est en train de voir, parce que le régime a commis l'erreur de proposer une révision constitutionnelle, et que ce comité d'experts nous explique que je ne peux pas aller très loin. Je suis enserré dans les recommandations, dans les axes qui nous ont été dictés par le constituante. Si on avait eu une constituante, on aurait eu le vrai changement. Et par le vocabulaire et par la manière dont ils sont en train de présenter leurs propres réformes, ils sont en train de souligner la nécessité d'une constituante. Et aujourd'hui, cette idée et phrase, qui est le processus constituant souverain de la conscience, on arrive progressivement à ça, et aussi les modalités d'une transition indépendante aujourd'hui deviennent de plus en